messieurs, on va accueillir la députée LFI Raquel Garrido. Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. On vous a vu à l'image il y a quelques minutes aux côtés de Mathilde Panot au moment où elle expliquait pourquoi vous aviez déposé immédiatement une motion de censure. Oui, c'est en effet un moment d'histoire qui se fait un peu comme ça en direct. C'est un moment qui, pour la jeune parlementaire que je suis, est assez pénible. J'admets, parce que l'impression que ça me fait, c'est que, alors qu'on a travaillé consciencieusement depuis plus de 8 jours sur ce budget, qu'on a défendu des amendements, pour certains, on les a perdus, pour d'autres, on les a gagnés, en bout de course, en fait, Mme Borne rentre dans l'hémicycle et elle annule tout. Oui, mais vous saviez, attendez, on parlait avant de votre arrivée, on parlait du jeu de dupes. C'est-à-dire que tout le monde sait que ça allait se passer comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette version. Le gouvernement a raison quand il dit que nous n'étions pas d'accord. Aucun des groupes d'opposition n'était d'accord pour voter la V1 du budget. C'est vrai. Mais d'ailleurs, elle ne vous présente pas. Mais la V2. Elle ne vous présente pas la V1. Non, elle ne présente ni la V1, si, elle aucun des deux. Elle a dit qu'elle ne présentait aucun des deux. Elle allait retenir un projet avec une centaine d'amendements. Elle ne présente. Voilà. Mais la V2, c'est ça qui, je trouve, est quand même très important à souligner, c'est-à-dire la V2 du budget, celle qui inclut tous les amendements qui ont été adoptés de façon majoritaire. Elle n'est pas soumise à notre vote. Donc quand ils disent qu'on n'est pas d'accord pour voter le budget, en fait, ils n'en savent rien, parce qu'ils n'osent pas le présenter au suffrage des députés. Vous auriez voté le budget, qui est l'acte fondateur de l'appartenance à une majorité ou à l'opposition? Eh bien, on ne le saura jamais, vu qu'ils n'osent pas le présenter. Oui, en revanche, vous saviez très bien qu'on en arriverait là, parce que j'imagine que vous n'avez pas mis 3 minutes et demie pour rédiger votre motion de censure, parce qu'elle a été présentée 3 minutes et demie après la déclaration d'Elisabeth Borne. Donc c'était déjà prêt. Bien sûr, parce qu'on est préparé, puisque la motion de censure, comme chacun sait, est le seul instrument constitutionnel que nous avons pour répondre à cette attaque antidémocratique que constitue l'article 49.3. Antidémocratique, vous pouvez pas dire ça. Ah bon, c'est quoi votre critère de démocratie? Le critère, c'est le respect de la Constitution. Tant qu'on respecte la Constitution, donc pour vous, tout régime qui a une Constitution est démocratique? Non, le nôtre. On parle d'une autre. Une démocratie qui a une Constitution, tant qu'on applique la Constitution, on est démocratique. Et dans l'histoire de France, toutes les constitutions sont également autoritaires ou démocratiques? Je ne parle pas de l'histoire de France, je vous parle de maintenant. Et donc maintenant, c'est votre avis, alors que vous pensez que notre Constitution n'est pas démocratique? Pardon. La Ve République, qui est un texte très marqué, très situé dans l'histoire de France. Bon, il y a eu d'autres constitutions avant, il y en aura sans doute, je l'espère, après. D'accord ? On a le droit d'analyser un régime politique à l'aune du critère de s'il est plus ou moins démocratique, s'il est plus ou moins parlementaire. Vous diriez plus ou moins démocratique, donc démocratique. Donc l'article 49.3 qui permet, je cite, de considérer comme adopté un texte qui n'est pas soumis au suffrage des parlementaires, pour moi, n'est pas d'essence démocratique. Alors, vous pouvez trouver ça super démocratique de passer outre le vote des députés. Super, j'ai dit démocratique. Non, mais vous reconnaissez... on peut quand même reconnaître que lorsque nous votons majoritairement des amendements, lorsque ces amendements-là, c'est pas que la NUPES, c'est des amendements de MoDem. Je veux dire, la taxe sur les super dividendes... Là, vous parlez de la grande victoire de cet épisode parlementaire. Enfin, en l'occurrence, victoire, elle vient d'être écrasée en 2 secondes par l'intervention de 2 minutes du Premier ministre. Victoire symbolique. Mais disons que dans les urnes, c'est-à-dire dans le vote réel, si on prend le critère démocratique, parce qu'à un moment donné, la démocratie, c'est quoi? Pour le respect des résultats des urnes, le respect des réalités, dans majorité relative, il y a majorité. Oui, enfin, les résultats des urnes, c'est que justement, le président n'a pas la majorité. De cet épisode symbolique, parce que même le suppléant d'Elisabeth Borne a voté cet amendement. Oui, c'est dire à quel point ils auraient pu l'intégrer dans le budget. Ça correspond. Regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. Raquel Garrido, là, c'est un choix politique qu'ils font de ne pas l'intégrer. C'est une volonté politique très claire. Qui n'est pas une discussion en l'air. C'est une discussion qui succède à un vote. Et c'est là où je reviens sur la question de démocratie. On ne peut pas être aussi érodé dans nos principes démocratiques pour trouver que c'est indifférent que les parlementaires aient voté ou pas un amendement. Vous considérez, et vous avez parfaitement le droit, que la Constitution de la Ve République n'est pas suffisamment démocratique. C'est votre combat, vous êtes pour la 6e République, vous êtes pour la 6e République, c'est légitime. J'espère que quand on sera en 6e République,
il n'y aura pas d'article 49.3. Et j'espère que vous serez d'accord avec ça. Quand vous aurez la majorité... Pour vous, dans la 6e République. C'est pas moi qui vais les rédiger. Mais est-ce qu'on peut vous interroger une seconde? On va s'y mettre tous ensemble quand même. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Moi, j'aspire à ce que ce soit une assemblée constituante. Est-ce qu'on peut vous interroger une seconde sur la motion de censure? Parce que c'est le deuxième acte de la... Bien sûr, mais on va en parler de la motion de censure. Mais attention à ne pas enjamber ce qui vient d'avoir lieu. Ce qui vient d'avoir lieu n'a rien d'automatique, n'a rien de naturel, n'a rien de usuel. C'est usuel. En 5e République, c'est usuel. 83 quand même, c'est pas... D'abord, en combien d'années, pardon, vous 1958, c'est loin quand même comme début de cette... Michel Rocard surtout, 30 et Rocard 30 fois. Et alors, Rocard, justement, je suis allée regarder ça, parce qu'évidemment, on nous fait le coup en permanence, oui, Rocard. Premièrement, moi, je me sens pas comptable du tout. C'est pas un vrai coup, c'est vrai. C'est pas un coup. Peut-être vos amis socialistes de la NUPES, un peu plus. Alors, regardez comme c'est intéressant. À l'époque de Rocard avait... le PS n'avait pas la majorité à lui seul, mais il avait la possibilité soit de s'allier avec les communistes, soit vers l'ouverture. Les centristes. Les centristes, voilà. Et à l'époque, Mélenchon disait il faut s'allier avec les communistes pour voter démocratiquement et majoritairement les textes. Et Rocard, à tort, et c'est le début en fait du mélenchonisme dans le PS à l'époque, cette opposition, c'est justement parce que Rocard décide de s'allier avec les centristes et un coup par-ci, un coup par-là, et au final il n'avait pas de majorité, il passait par le 49.3. Mais vous savez... Et vous dites Rocard, mais pardon, mais Bérégovoy et Cresson aussi, ils ont fait ça. Hein. Mais vous savez là-dessus, moi j'ai aucun état d'âme. Moi sur la question de la 5e République, je suis avec Pierre Mendès France, je suis avec Monerville. Et c'est pas parce que le Parti Socialiste s'est vautré dans la 5e République que moi je suis d'accord avec ça. Et si on regarde l'histoire longue du PS depuis ces 10-20 dernières années, c'est pas pour rien qu'au final ils ont été réduits à une portion congrue de l'électorat, parce que les gens aussi leur en veulent. Je rappelle que même Mitterrand disait quand même que c'était le coup d'État permanent. Raquel Garrido, on vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite pour la suite de cette conversation fervente. À présent, c'est l'heure de poursuivre notre conversation avec Raquel Garrido. Et vous voyez tout le monde autour de ce plateau à le sourire. Michaël Darmon est resté avec moi. On accueille le journaliste Jérôme Libeskind et le chef Bruno Verjus. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Michaël, la parole est à vous. Bon, merci beaucoup. Alors, j'étais ravi de vous entendre parler de démocratie, de volonté démocratique, de souci de la démocratie, parce que durant l'été, Clémentine Autain, députée donc, de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, a aussi beaucoup parlé de démocratie, mais démocratie interne à LFI, en disant et en posant un texte qui a été âprement discuté, et peut-être une sorte de pavé dans la mare, sur... je reprends ces termes, l'opacité du débat, la difficulté d'identifier les lieux où se prennent les décisions, et qu'il fallait, si on voulait qu'il y ait une pérennité de cette NUPES et même de LFI, il fallait, au fond, changer cela et faire évoluer les pratiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et au fond, est-ce que ce n'est pas votre enjeu aujourd'hui à LFI? C'est un des enjeux, en effet, parce que le mode de fonctionnement en période de présidentielle est un mode de fonctionnement qui assume assez naturellement le rôle d'arbitrage du candidat. Donc, vous savez que la France Insoumise, on est très très bon pour organiser des campagnes présidentielles, c'est quelque chose qu'on sait faire, il y a des équipes militantes, il y a du savoir-faire, maintenant c'est la 3e campagne, donc ça marche bien. La question est de savoir quel est le format d'organisation entre les campagnes présidentielles pour les autres élections. Est-ce que ce n'est pas le format d'organisation post-Mélenchon? Parce qu'on sait qu'il y a une forme de retrait progressif de Jean-Luc Mélenchon qui, bien sûr, un jour passera la main. Il a une génération avec lui, autour de lui. Est-ce que ce n'est pas l'enjeu de dire comment on vit sans être autour du leader providentiel? Alors moi, j'ai pas d'inquiétude sur ce point, mais je comprends qu'il y en ait. Et effectivement, il y a quelque chose qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, par son magistère et par son expérience, savait polariser plusieurs écoles, on va dire. Il y avait un certain pluralisme autour de lui et ça marchait bien.
La question est de savoir, est-ce qu'on est capable de garder ce pluralisme? Est-ce qu'on est capable de trouver les espaces et les modalités de concertation entre nous, on va dire la deuxième ligne? Parce qu'effectivement, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est à la meilleure deuxième ligne de France. Hein. Je veux dire, vous regardez tous les groupes politiques de ce pays, c'est quand même chez nous qu'il y a le plus de cadres. Défaut, la modestie quand même. En matière de modestie, nous sommes les meilleurs. Voilà. Et bref, ça s'organise tout ça, et c'est un apprentissage. Et le fait qu'il y ait un groupe parlementaire à 75 qui, de ce que je vois là depuis le mois de juin, y arrive, est bon signe. Mais effectivement, il faut aussi que ça s'organise dans le mouvement. Je suis d'accord avec Clémentine Autain sur ce point. Dernière question sur ce sujet. On entend aussi un débat interne sur le fait qu'il faudrait peut-être un peu évoluer sur le côté conflictuel, spectacle politique, interpellation, un peu la Carmagnole au pouvoir. Les braillards, pour reprendre le mot de ceux qui vous aiment peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut un peu rentrer dans le rang, être un peu plus, je dirais, dans une forme de solennité de votre fonction? Alors, j'ai pas de naïveté sur d'où vient cette expression « les salles et débraillés ». C'est quand même venu directement du camp Macron pour qu'on n'écoute pas le fond de ce qu'on avait à dire. Et en plus, avec l'aide, mais j'y viendrai, avec l'aide de l'extrême droite, en plus, qui, elle, jouait la carte de la dédiabolisation. Oui, mais justement, vous leur laissez le monopole de la respectabilité. Quand on voit la façon dont on a mené le débat, par exemple, là, sur le budget, on a pris totalement à contre-pied cette critique-là, puisqu'au départ, il y a 10 jours, le gouvernement tablait sur le chaos pour justifier son article 49.3, et comme on a mené les débats de façon extrêmement posée, très argumentée, et en jouant le jeu des votes transpartisans, ils n'ont pas eu cet argument, ce qui quand même plaide pour que nous gardions ce style quand c'est nécessaire, et à la fois quand, du coup, les moments où il faut un peu dramatiser, on le fasse. Par exemple, là, tout à l'heure, on a quand même toute la NUPES tout ensemble pris la décision de quitter l'hémicycle au moment où le mot 49.3 a été prononcé. Et il ne faut pas le faire tous les jours, mais de temps en temps, c'est nécessaire. Donc il faut à la fois être perçu comme étant une alternative de pouvoir, avec le sérieux que ça implique. Et en même temps, mais quand même du théâtre. Non, c'est pas une question de théâtre, parce que je crois que personne ne conteste notre sincérité, mais surtout être en phase avec la colère du peuple. Alors, justement... Attends, juste une petite question, Michael. Raquel Garrido, est-ce que c'est une députée écolo qui va porter ce 49.3 pour vous? Pour la NUPES, est-ce que vous confirmez cette information? C'est Cyrielle Châtelain, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure s'exprimer à la sortie de l'hémicycle. Non, on l'a pas entendu. On a entendu Mathilde Panot seulement, qui est la présidente de votre groupe. Cyrielle Châtelain est présidente du groupe EELV, donc qui est l'une des 4 composantes de la NUPES. Et donc c'est elle, en effet, qui portera la motion de censure. Donc c'est une façon de montrer que la NUPES ne garde pas tout pour elle, enfin que les insoumis dans la NUPES ne tirent pas toutes les couvertures à eux. En effet, c'est un tout. Les Insoumis, c'est le gros morceau, mais la NUPES, c'est un tout. Mais vous voulez bien partager quand même un petit peu. Mais vous savez, c'est très organisé tout ça. Il y a une réunion de l'intergroupe tous les mardis à 9h du matin qui marche bien. Le texte de la motion de censure a été discuté jusqu'au dernier moment. Et là, ça y est, on est déjà en train de discuter la motion de censure pour le PLFSS, puisqu'on vient de découvrir qu'il pourrait y avoir aussi un article 49.3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour pas jargonner. Ça fait des semaines. Non, sur le PLFSS, ils n'étaient pas obligés de le faire. Hein. Attendez, ça fait des semaines que la question est sur la table et que le gouvernement laisse entendre que ça sera Oui, mais ça n'a rien de naturel. Et je pense que même le gouvernement, là, dans sa tour d'ivoire, sait bien que 2 Français sur 3 sont hostiles à l'utilisation du 49.3. Le 49.3, on peut penser que c'est une question technique et constitutionnelle, mais rappelez-vous, les lois El Khomri, déjà, suscitaient des manifestations dans la rue où les gens étaient contre l'article 49.3. Cet article est tombé dans le débat populaire pour sortir des débats juridiques. Et clairement, ça apparaît comme une atteinte démocratique. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Alors, vous vous êtes intéressé beaucoup aussi aux questions du monde, vous-même, Raquel Garrido, et votre parti également. Il y a une évolution majeure qui se situe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, que l'on appelle les accords d'Abraham, où on voit des pays qui étaient jusqu'à présent belligérants ou contre Israël en train de passer maintenant des accords diplomatiques, nouer des relations. Eux-mêmes disent, au fond, la question palestinienne n'est plus pour nous un sujet. On peut avoir une relation avec Israël parce que c'est plus un préalable. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Et au fond, quel est, votre positionnement par rapport à ça?
D'abord, je pense que sur les pays arabes et le pourtour d'Israël, ça fait quand même très longtemps que les pays ne considèrent plus que la question palestinienne est au cœur des relations, de toute la diplomatie. Il y a les questions de paix, il y a les questions des frontières, il y a les questions de sécurité mutuelle qui ont pris depuis très longtemps le dessus. Moi, je ne voudrais pas m'exprimer du point de vue de ces pays-là qui sont souverains. Du point de vue de parlementaires français. Après, la France, effectivement, moi, je suis attachée à la position historique de la France, qui est de se positionner sur le terrain de la paix. La France est une force de paix. Donc, à chaque étape, la paix entre Israéliens et Palestiniens. Nous ne sommes pas en guerre. Vous estimez que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et en toute hypothèse, donc la question qu'il faut toujours se poser quand on est la France, c'est quels sont les éléments de plus ou moins de tension diplomatique avec les uns et les autres pour peser dans le sens de la paix. Par exemple, on a pu dire à une époque qu'il fallait jouer sur les accords de commerce. Il fallait dire que, par exemple, il y avait des résolutions au Parlement européen pour ne pas accepter l'importation ou en tout cas labelliser les produits importés dans les territoires occupés de Jérusalem-Est et autres. Donc ça fait partie de ce que doit faire la France. La France ne peut pas se désintéresser de ce conflit et non plus être alignée sur des positions, par exemple, qui sont celles des États-Unis. Alors, il y a une dernière question quand même qui a soulevé aussi beaucoup de polémiques à l'époque, encore récemment lors de la campagne des campagnes législatives. C'est les relations que certains parlementaires de chez vous, notamment Daniel Simonet et Daniel Obono, entretiennent avec Monsieur Corbyn, Jérémy Corbyn, qui était un ancien leader travailliste, souvent et même régulièrement accusé, soupçonné de laxisme vis-à-vis de l'antisémitisme par son propre parti. Il a été reçu par vos collègues. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est intéressant de recevoir quelqu'un? C'est un signal politique D'abord, je pense qu'on en a beaucoup trop fait sur Jérémy Corbyn en France au moment des élections législatives et que c'est souvent une espèce de manœuvre pour essayer de teindre d'une couleur néfaste et carrément antisémite la France insoumise. Il a été reçu il a des relations avec des parlementaires. Est-ce qu'on peut commencer par dire qu'il n'y a personne à la France insoumise qui est soupçonnable d'antisémitisme? C'est un préalable, parce que sinon... Ça, c'est votre préalable. Oui, mais le problème, c'est que les personnes qui rentrent dans cette discussion, qui est toujours légitime, moi, je suis pour traquer l'antisémitisme partout et tout, l'identifier, le tuer, je suis d'accord avec ça. Mais si on me dit que chez nous, il y a un problème par rapport à l'antisémitisme, je veux savoir où, qui, comment chez nous. Et en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On va chercher en Angleterre. On va chercher en Angleterre qui quelqu'un qui était chef du Parti travailliste, qui a été mis en cause par rapport à ces thématiques-là, qui ensuite a été réintégré dans son parti avec des excuses. Plusieurs fois eu des prises de position favorables au Hamas, favorables donc. Mais jamais antisémite au demeurant. C'est pas, sauf que c'est pas. Pardon, moi je suis pas. C'est pas du tout ma tasse de thé le Hamas. Je suis contre le Hamas pour plein de raisons. À la fois pour des questions que je disais tout à l'heure, parce que je suis pour la paix, mais aussi parce que derrière, il y a une construction politique islamiste, etc., avec laquelle je suis en radical désaccord. Mais cela étant, quand on se positionne sur le conflit israélo-palestinien en faveur des libertés du peuple palestinien, on n'est pas antisémite pour autant. Maintenant, Raquel Garrido, si vous voulez bien, on va parler d'économie. Alors, on avait commencé un peu avec les super profits, mais Jérôme va aller beaucoup plus loin. Oui, moi j'ai justement une question sur les super profits. Avant de vous poser ma question, je crois qu'on va écouter Laurent Berger qui était sur le plateau d'LCI et qui donnait sa position sur... C'était ce matin. C'était ce matin. Je crois que les profits réalisés par Total ou par d'autres doivent être réinvestis dans le bien commun. Et donc la question de la taxation des revenus du capital au même niveau que les revenus du travail est posée dans notre pays. Il faut aussi gouverner avec des symboles. Et quand il y a des amendements sur les super profits, sur les super dividendes, retenez-les. C'est l'appel que vous leur lancez. Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, depuis le début, je pense que sur le projet de loi de finances, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas réinterrogé la contribution des uns et des autres au bien commun. Et le gouvernement se met dans une forme d'impasse en disant il ne faut pas d'avoir jamais d'augmentation des impôts, quelles que soient les circonstances, etc. Le résultat, c'est qu'à un moment donné, on est dans un corner, on ne sait plus comment gérer. Alors, Raquel Garrido, moi j'ai fait des études d'économiste il y a longtemps. Mais vous avez fait vos courses récemment et vous avez vu que tout augmente. Oui, mais c'est pas la question. Moi, j'ai juste une question. Pour moi aussi, ça augmente, mais c'est pas la question. Je connais les profits. Je sais ce que c'est qu'un profit. Je sais ce que c'est qu'un bénéfice.
Un super profit, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un super profit? J'ai toujours pas compris, en fait. Alors, effectivement, on peut dire que tout bénéfice ou tout profit doit être imposé de façon normale, avec un taux déterminé par avance, etc., d'une année sur l'autre. Mais il ne vous a pas échappé que dans le contexte post-Covid, il y a eu des spéculations spécifiques qui se sont faites sur certains marchés, de certains biens, de certains services, qui ont abouti à ce que les prix de ces biens et de ces services explosent, sans que pour autant les modalités de production, les coûts de production spécifiques de ces biens-là ne soient altérés. Parce que la logique économique, parce que vous avez fait un peu d'économie, voudrait que le prix final soit corrélé à ce que ça coûte à produire, à ce que ça coûte de payer les travailleurs, d'acheter les ressources naturelles, ainsi de suite. Donc je reviens. En l'occurrence, si on prend l'énergie, une explosion de la demande à la suite du Covid, plus la guerre en Ukraine qui ont fait exploser les prix. Donc, il y a une part. Est-ce que Total est responsable pour autant? Pour l'énergie et pour un. Qu'est-ce que c'est qu'un super profit? Alors, non, mais je reviens, j'essaie de prendre au début. Donc, vous avez, on va dire, les profits qui sont le tout venant classique, et puis vous avez eu récemment des chiffres qui ont explosé du fait de la spéculation. Avec, par exemple, pour prendre la CMA-CGM, qui fait le transport de marchandises, et donc avec son conteneur qui, soudainement, le même conteneur, soudainement, a été vendu beaucoup plus cher, avec des milliards et des milliards qui ont été empochés. C'est la loi de l'offre et de la demande. D'accord. Alors, la question est de savoir, du coup, dans un contexte post-Covid, où les gens tirent la langue, où l'inflation est très forte, où quand on rentre dans le supermarché, on ne peut plus acheter ses pâtes, on ne peut plus acheter l'huile, etc., est-ce qu'on se dit qu'on va laisser des profiteurs de crise, parce que quand même le Covid, ça n'a pas été décidé par eux. Eux, ils bénéficient de cette période-là. Tout ça, ce sont des considérations morales. Des considérations morales et subjectives. Politiques. Moi, je vous parle... Non, c'est pas subjectif. Je vous parle... 18 milliards de bénéfices pour un semestre, c'est pas assez objectif. Si juste on peut terminer, juste pour que les gens comprennent. À partir du moment où on veut taxer des super profits, à partir de quel moment un profit devient-il un super profit? Par exemple, j'ai toujours pas compris. Alors, par exemple, est-ce que vous avez... Je vais vous répondre. Par exemple, en l'occurrence, que nous avions proposé, c'est de prendre une période de référence de 3 exercices et de comparer, et on prend la moyenne, et ce qui est au-dessus, c'est taxé. Par exemple, c'est la méthode qui est proposée aussi. Il y a une autre méthode qui est celle qui est proposée par notre collègue Mattei du Modem avec la taxe sur les dividendes, en l'occurrence. Parce que lui, c'est pas les profits, c'est les dividendes. Bon. Mais bien sûr qu'il y a des façons de faire, c'est de la logistique, c'est de la tendance. Souvenez-vous quand il y a eu l'impôt sur le revenu qui est passé à la source. Souvenez-vous. Et que Darmanin a dit on va commencer à payer par avance, mais ils ont quand même exclu de cette imposition la possibilité des profits exceptionnels. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait prendre sur les 3 exercices antérieurs, on faisait une moyenne, et ce qui était au-dessus était exempté de l'application de l'impôt de revenu à la source. Tout ça, c'est de la technique. Ne faites pas croire que ce qu'on dit. Non, mais c'était juste, je voulais comprendre ce que c'était qu'un super profit. J'ai la réponse. C'est bien compliqué, monsieur Libesky. Et merci de me l'avoir expliqué. Après, il y a plein d'autres questions, mais on n'a pas le temps. Mais on verra ça une prochaine fois avec grand plaisir. J'aimerais qu'on dise quelques mots, sans transition et avec un rire impossible, de ce crime odieux qui plonge le pays dans l'horreur. Je pense évidemment à la jeune Lola. Les passions se déchaînent, et notamment les passions politiques. On a assisté à un fait devenu très rare ces dernières années, une véritable bataille rangée au sein de l'hémicycle, avec la droite et l'extrême droite d'un côté, le gouvernement de l'autre. On l'écoute, c'était hier. Laxisme de votre politique d'immigration. Cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte. La suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération. Un peu de décence, Madame la Présidente. Respectons la douleur de la famille, respectons la mémoire de Lola. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la droite et l'extrême droite d'un côté, le gouvernement de l'autre. Et vous, la gauche, et vous, les insoumis, quid? D'abord, moi je suis comme tout le monde en état de choc par rapport à cet acte de barbarie, à ce meurtre ignoble. Je suis mère de 3 filles. J'ai même eu du mal à lire les articles, à lire les comptes rendus du procureur. On est tous dans un état de révolte. Et je ne sais pas si c'est totalement illégitime que cette émotion s'exprime dans l'hémicycle.
député et les Républicains qui a fait cette intervention a commencé son intervention par dire « La pudeur aurait dû m'empêcher de faire cette intervention ». Il aurait dû en rester là peut-être et ne rien dire d'autre. Parce que l'émotion, oui. Mais là, ce qu'ils ont fait, je trouve, montre en fait quasi une indifférence au meurtre lui-même. Parce qu'ils enjambent beaucoup trop vite le fait lui-même, le fait que toutes les camarades d'école sont aujourd'hui en crise parce que leur ami a été tué ainsi, la famille, etc. Et eux, directement, ils passent à autre chose, qui est un commentaire sur le fonctionnement de la justice, omettant au passage de souligner que, pour le coup, la police et la justice ont bien travaillé. Hein. Et comment ils ont travaillé vite, ils ont élucidé le crime plutôt rapidement, et je ne les ai pas entendus saluer le fait que la police et la justice avaient bien travaillé dans ce dossier. Eux qui d'habitude nous taxent, nous, de ne pas aimer la police et eux de toujours être du côté de la police, pour le coup, ils ont totalement évacué ça pour aller vers quelque chose qui est très moche, en fait, qui est de s'attacher à la situation administrative de la personne qui a été mise en cause pour le crime. Raquel Garrido, je trouve ça abject. Comment votre groupe a réagi, les Insoumis, à ce moment-là? Alors, c'est ça qu'on ne voyait pas sur ces images. Quand Dupond-Moretti est intervenu et notamment a eu cette phrase forte, cette image qui dit vous utilisez le cercueil comme marchepied. Je crois que c'est ça la formule qu'il a utilisée. Je peux vous dire que spontanément, dans les rangs du groupe Insoumis, mes collègues députés se sont levés et ont applaudi. Parce qu'effectivement, il y avait là quelque chose qu'il fallait qu'il soit dit. Alors, sans transition, on va essayer de sourire un peu. Voilà, on va se tourner vers Bruno Verjus, notre chef qui est le plus gourmand et le plus souriant d'entre nous. C'est vrai, il faut sourire, il faut toujours garder de l'espoir au-delà de toute chose. Au-delà de toutes les horreurs. Même si voilà, les horreurs nous encombrent, nous les chefs, on a un minuscule pouvoir qui est celui des petits marchands de bonheur. Et donc, je vais essayer de vous apporter un tout petit peu de bonheur, peut-être, je ne sais pas. Raquel Garrido, bonsoir. Vous savez, il y avait Pierre-Victorien Vergniaud qui disait « La révolution est comme Saturne, elle dévore ses enfants ». Lui-même a été dévoré, d'ailleurs, parce qu'il a été guillotiné, in fine. Mais ma question, c'est de dire, chez vous, à la NUPES, on a un peu l'impression que vous faites les deux en même temps. Le travail de la révolution, et en même temps, vous mangez vos enfants, déjà. Vous voyez, il y a un petit peu cette chose-là. Et donc, je m'interrogeais en disant, mais la révolution pour vous, ce serait quoi? Mais pas la grande révolution, parce que là, on n'a pas le temps ce soir, mais la révolution de votre palais, la révolution de palais, ce serait quoi, la NUPES? Pas le palais Bourbon. Pas le palais Bourbon, le palais, la bouche. Alors, c'est une bonne question. Moi, vous savez, en fait, moi, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Oui. Mes parents ont fui le Chili quand j'étais bébé, et on est allé vivre au Canada. Donc, mon goût d'enfant, il est nord-américain, quoi. Je suis gringa à la base. Donc moi, par exemple, ma petite sœur, le premier mot qu'elle a appris à dire, c'est carne, et c'était quand elle voyait le M de McDo. D'accord. Donc moi, je viens de loin. On va en parler, vous êtes formidable. Donc, j'arrive en France et j'ai milité très jeune. Et j'ai milité dans les organisations de jeunesse. J'ai été responsable pour la construction en province. À l'époque, on disait la province. Vous passez au sandwich. À SOS Racisme, à l'UNFID. Non, mais surtout, j'ai commencé à découvrir le territoire. Les endroits, les pays, les fromages. Le terroir même, vous voulez dire. Donc vos dévorations, c'est quoi? Moi, ce que j'aime quand je voyage, c'est où je suis, comprendre qu'une carte, quelque chose s'appelle comme un lien, comme un vin, comme un fromage. Je suis très attachée, plus même que les Français, au fond, parce que je suis en découverte. Moi, je fais partie, vous savez, comme tous ces immigrés qui connaissent tous les chefs-lieux de France. Mon jeu préféré, c'est dire 1, 2, etc. Je connais de 1 à 99, je connais tous les chefs-lieux, et mon objectif, c'est d'apprendre les sous-préfectures un jour. Donc, j'adore ça, découvrir la France gastronomique. Je suis fascinée par ça. Mais alors précisément, vos dévorations, la France gastronomique. J'aime bien être surprise. J'aime bien quand les chefs, ça m'est arrivé quelquefois d'aller manger chez des chefs étoilés, et j'aime bien par exemple quand ils me surprennent sur les consistances, les chaleurs, la température de ce que je vois. Quand c'est pas pareil, une fois j'étais dans un restaurant et quelque chose était servi comme si c'était un œuf. Et quand on l'ouvre, en fait, c'est pas un œuf.
Voilà. Moi, j'aime bien être surprise. Être surprise. Et puis moi, je me laisse aller dans le plaisir assez facilement. Voilà, j'applaudis, je suis heureuse. J'aime bien être heureuse dans la nourriture. Et bon, après, malheureusement, mon quotidien fait que je ne le fais pas assez, je mange mal. Voilà, alors voilà, vous revenez au junk food. Et alors le junk food, je crois, a fait sa révolution. On va écouter un chef qui s'appelle Brice Morvan et qui nous parle de la malbouffe. De ce que moi j'appelle la malbouffe, si vous me le permettez. Pour moi, c'est de la cuisine aujourd'hui, la junk food, c'est de la vraie cuisine. Moi, quand je présente mon burger, j'en suis fier. Quand je présente un club sandwich ou un croque-monsieur ou quoi que ce soit, j'en suis fier parce qu'il peut y avoir des produits très nobles dedans. Voilà, il y a de la junk food gastronomique. Bon, alors voilà le bilan de la junk food. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est pas la junk food, c'est la bonne nourriture, la bonne bouffe de Fabien Roussel, le barbecue version Sandrine Rousseau, je sais pas. La junk food, on a vu un peu ce que vous en pensiez. Moi, j'aimerais voir comment vous concevez la possibilité d'une grande réconciliation générale, politique peut-être, mais une grande réconciliation qui passerait justement par l'usage de la table. Comment ça pourrait se produire ? Je pense que d'abord, il faut quand même reconnaître que voter, c'est manger, manger, c'est voter. Ah bon ? C'est-à-dire avec ce qu'on a dans l'assiette, on détermine qui le produit, comment ça se produit, quels sont les accords de commerce qui déterminent la circulation de tel ou tel produit, qui peut gagner sa vie en produisant quoi. Et aucun geste n'est indifférent par rapport à la grande chaîne de production alimentaire. Donc si on veut manger bien, il faut qu'il y ait des gens qui puissent produire des bons aliments. Ça veut dire qu'il faut renoncer à certains accords de commerce, par exemple, et certaines exportations. Parce que vous savez, par exemple, qu'on en a beaucoup parlé à l'OMC. Moi, j'ai représenté la France à l'OMC pendant de nombreuses années, à une époque où il était de bon ton de dire tous les pays, en fait, en gros, on peut tout exporter et c'est bien. C'est-à-dire, on peut inonder l'Afrique de nos poulets ou de notre lait en poudre et il n'y a pas de problème. Et certains disaient non, attendez, il faut que quand même, au minimum, chaque pays produise son lait et son poulet. Mais Raquel Garrido, entre le circuit court, le localisme, qui est aujourd'hui un peu à la mode, et le commerce équitable qui consiste à dire il faut acheter le café produit au bout du monde parce qu'on aide les paysans et les producteurs de café au bout du monde, qu'est-ce que vous choisissez ? En l'occurrence, on ne produit pas de café en France, donc en l'occurrence, il n'y a pas de contradiction. Moi, je suis pour qu'on n'achète pas ce qu'on peut produire en France. Et puis, il faut apprendre à manger de saison. Mais il faut reconnaître que c'est un apprentissage qui, aujourd'hui, est là, notamment dans les classes bourgeoises. Aujourd'hui, dans les classes bourgeoises, par rapport à il y a 10 ou 15 ou 20 ans, à l'époque, il y a 20 ans, dans les élites parisiennes, les gens ne savaient pas tout à fait ce qui se produisait de saison. C'était d'ailleurs à la mode d'être tout à fait avec son micro-ondes, etc. Et aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Ce qui est à la mode dans les gens qui gagnent le mieux, qui sont les mieux éduqués, c'est au contraire de surtout ne pas manger de cerises en hiver, voilà, etc. Voilà. Tout le monde en a conscience. Et donc, on en est aujourd'hui au niveau où maintenant, ce qu'il faut, c'est la bonne consommation de masse. L'enjeu, c'est la masse. Est-ce qu'on est capable de mettre, par exemple, dans toutes les cantines scolaires, est-ce qu'on est capable de créer les circuits pour que dans toutes les cantines scolaires, les enfants puissent manger des aliments issus de l'agriculture vivrière. Et d'ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'on milite pour la planification. Et par exemple, rien qu'en termes de main-d'œuvre, nous avions estimé lors de la présidentielle qu'il faut 300 000 jeunes là, qui rentrent en lycée agricole pour qu'on puisse, à terme, pouvoir approvisionner toutes les assiettes françaises en bons produits. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait dit qu'il fallait donner une allocation d'études de 1 000 € aux jeunes lycéens qui allaient dans les lycées agricoles, etc. Non, mais vous êtes déjà, on ne peut plus vous arrêter. Mais moi, ce qui m'a fait créer mon restaurant il y a 9 ans, c'était la façon dont on se nourrit des sites du monde dans lequel on vit. Donc, nous y sommes. On est d'accord. Voilà, écoutez, il fallait bien faire cette émission pour arriver à cette conclusion. Raquel Garrido, vous êtes d'accord et vous êtes prête à passer à table ? Ah oui. Ça n'était que l'heure d'œuvre. Merci Bruno, merci Jérémy, merci Mickaël, merci encore Raquel Garrido d'avoir été notre invitée en courant à la sortie du 49.3 déposé par Elisabeth Borne. Je vous souhaite une très belle soirée. Tout de suite le Prime présenté par Jean-Charles Banoun et moi je vous retrouve demain.